Bonsoir à tous et bienvenue dans Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TV Liberté. Ce soir, rendez-vous sur le front ukrainien avec l'un des rares journalistes français, reporters français, à s'être rendu à maintes reprises sur la ligne de front du côté russe en Ukraine. Régis Sommier, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu présent à l'appel de Choc du Monde. Merci de me recevoir. Vous êtes donc reporter de guerre. Vous avez été remarqué pour vos travaux, d'abord au Moyen-Orient, à Mossoul en particulier, en Irak. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Omerta et vous avez publié en mars 2023 un livre, Jusqu'au dernier Ukrainien, récit d'un reporter de guerre aux éditions Max Millot, qui est le produit de vos visites sur le front ukrainien, d'où vous revenez d'ailleurs depuis 48 heures pour un nouveau reportage. Quel est votre état d'esprit, Régis Sommier, après ce voyage? D'ailleurs, je remarquerai que cela vous est déjà arrivé d'expérimenter peut-être ce retour un peu difficile. Je vais vous citer à la fin de votre livre que j'ai mentionné. Vous dites qu'une interview sur CNews avait été, je vous cite, un moment horrible, en raison de la, encore une fois, légèreté avec laquelle nous traitons le conflit ukrainien en France. Alors je ne sais pas si ici c'est encore un moment horrible pour vous, mais en tout cas, vous revenez du front, d'un pays ravagé. Quel est, encore une fois, votre état d'esprit, Régis Sommier? Alors par rapport à l'interview que vous mentionnez, il faut revenir sur les circonstances de cette interview où là, j'ai débarqué quasiment de l'avion et je me retrouve sur un plateau télé, plateau duquel j'ai l'habitude puisqu'il s'agit de CNews, c'était dans l'émission de Pascal Praud. Et là, le fait, personnellement, j'avais pas atterri. Enfin, je ressortais d'une ligne de front au mois de janvier dernier, donc en plein hiver, dans des circonstances mais vraiment apocalyptiques, telles qu'on peut les voir sur certaines vidéos. On était resté bloqué 3 heures en première ligne sous la menace d'un char ukrainien et d'un mortier de 120 mm qui essayait de tirer sur l'endroit où on était. Donc autant vous dire que ça a été un moment extrêmement angoissant et dans lequel on s'est dit on va peut-être pas en ressortir. On avait passé auparavant une dizaine de jours avec les soldats, donc dans cette première ligne, à vivre dans des maisons éventrées, dans les caves, avec des rats et avec le froid. Donc je ressortais de cette ambiance et je me retrouvais propulsé sur un plateau télé. Là, cette fois-ci, je suis beaucoup plus serein. Je dis pas qu'il n'y a pas eu de moments intenses, il y a toujours des moments intenses. Hein. C'est une guerre conventionnelle. Hein. C'est une guerre où, à un moment ou à un autre, il va y avoir un truc qui se passe. On ne peut pas rester 24 heures dans ces zones. Là, j'étais en l'occurrence dans la zone nord de Bakhmout, à Soledar. Et dans ces paysages et avec ces soldats, bah oui, il y a forcément des échanges et en ce moment l'activité est plutôt intense. C'était moins angoissant que la dernière fois, mais c'était quand même très intense. Et voilà, il faut rappeler aux spectateurs que cette guerre, c'est une guerre où des hommes affrontent des hommes avec une ligne de front. C'est pas du tout comme les guerres précédentes. Il y a eu des guerres comme ça, hein, la Seconde Guerre mondiale, des guerres, la guerre de Corée. Mais là, on n'est plus dans une configuration d'une guerre asymétrique comme la France a pu le connaître en Afrique, ou même au Moyen-Orient, ou même en Afghanistan, où l'ennemi se dérobe, où il tend des embuscades, où il s'échappe, où il n'est pas là quand on veut le trouver, où il est là quand on veut pas le trouver. Là, l'ennemi, il est là. Enfin, en l'occurrence, il y a une ligne de front et il y a un contact. Et tous les jours, ce sont des centaines d'obus qui sont échangés de part et d'autre, avec les drones en plus. Enfin, voilà. Alors, pour que tout soit clair pour nos téléspectateurs, je propose une petite revue de presse de l'actualité du front ukrainien. Les tanks donnés par l'Occident étaient censés percer et couper les forces russes en deux, mais les tranchées, les champs de mines et l'artillerie ont arrêté l'avancée des blindés. Le 19 septembre, Volodymyr Zelensky concédait que sa contre-offensive n'était pas très rapide. Lancée au début du mois de juin, il y a 3 mois, elle n'a permis la reconquête que de modestes localités, sans véritable percée de la triple ligne de défense russe. Moscou, de son côté, revendique infliger des pertes colossales. Le temps semble jouer en faveur de la Russie. Ce n'est pas un film. Avec une fin heureuse, nous n'aurons pas droit à une fin heureuse, a ainsi déclaré Volodymyr Zelensky dans un entretien diffusé le 10 septembre sur CNN. Comme un éclair de lucidité face à la tragédie en cours.
Régis Saussommier, vous disiez revenir de Soledar, dans la région de Bakhmout. Pourquoi avoir choisi cette zone du front pour ce voyage? Bon, d'après ce que l'on peut comprendre, ça cogne pas mal, en effet, si vous me permettez l'expression, mais aussi dans le sud, dans la région de Zaporozhye, que vous connaissez aussi, me semble-t-il. Pourquoi donc ce choix de Bakhmout, cette fois-ci, que nous pouvons apercevoir sur la carte derrière vous? Alors, parce que en Ukraine, on parlait vous évoquiez dans l'analyse de l'actualité la contre-offensive ukrainienne. La contre-offensive ukrainienne, elle s'est portée sur plusieurs endroits. On avait pensé qu'à un moment qu'elle s'attaquerait principalement à la zone de Zaporizhzhia, que toutes les forces seraient concentrées là-bas pour enfoncer les lignes russes et percer jusqu'à Melitopol et ensuite arriver à rejoindre la mer d'Azov à Mariupol. Ça n'a pas été le cas. Les troupes ukrainiennes se sont quelque part un peu dispersées et il y a plusieurs fronts qui sont très actifs, dont celui de Bakhmout. Et ce qui nous a intéressé par rapport à Bakhmout, c'est d'ailleurs qu'aucun correspondant étranger n'était allé dans cette ville ou dans cette zone. Donc on voulait voir de quoi il en était aujourd'hui. Je vais vous raconter un petit peu après ce qui s'y passe parce que c'est quand même très intéressant. Une fois que cette ville a été conquise par le groupe Wagner, elle est aussi aujourd'hui partie prenante du système de défense russe qui est extrêmement performant et je vais vous expliquer aussi pourquoi. Ça aussi c'est des choses qu'on ne peut pas se rendre compte simplement en discutant sur un plateau de télé. Quand on va sur place, on prend la mesure du relief et on prend la mesure de la façon dont les Russes se défendent et c'est extrêmement intéressant. Mais pourquoi avoir choisi ça? Justement, précisément parce que ça fait partie des 4 points, je dirais, de contact où le front est très très actif en ce moment et où les Ukrainiens tentent de percer. Pour ce qui est de Bakhmout, ils ont eu des succès au moment où on y était, dans la ville de Kleshivka, qui est au sud de Bakhmout. Ils ont tenté aussi une percée au nord, ça a été moins couronné de succès. Vous avez la zone de Svatove, mais ça, on y était déjà en janvier, donc le front n'ayant pas tellement évolué là-haut, c'était pas intéressant pour nous d'y revenir. Il y a Kupiansk évidemment qui est tout au nord et où là les Russes ont plutôt avancé. Et puis vous avez Zaporozhye avec le Verbodoye, Robotino, qui sont les 2 petits villages justement qu'on évoquait et qui ont été reconquis par les Ukrainiens. Mais quand on dit reconquis, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des villages qui sont ce qu'on appelle des zones grises. Pourquoi c'est en zone grise? C'est-à-dire que ça reste disputé, parce que le village est évacué en général, ou est occupé ensuite quand il reste quelques murs. Là, en l'occurrence, pour ce qui est de Robotine ou pour ce qui est de Kleshivka, il ne reste plus rien. Donc l'intérêt des Ukrainiens de s'y maintenir, ça veut dire risquer la puissance de feu des Russes qui, et je vais parler du relief, tiennent toujours les hauteurs et donc vont transformer cette prise en ce qu'on appelle un sac à feu avec des tirs de part et d'autre d'artillerie et donc ils vont pilonner les forces ukrainiennes. Donc les forces ukrainiennes n'occupent pas la ville, les Russes s'en sont retirés parce qu'ils ne pouvaient plus la défendre parce qu'il n'y avait plus rien et donc ça reste dans une sorte de léthargie entre 2 fronts, entre 2 armées qui attendent peut-être l'opportunité de pouvoir percer l'une comme l'autre. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Après, il y a la question de la disponibilité des unités qui sont prêtes à accueillir un groupe de journalistes. Quelles que soient les armées, ça pose certaines contraintes. Il y a la question de la confidentialité. Le problème principal des Ukrainiens comme des Russes, c'est que quand ils accueillent des journalistes, vous allez montrer un soldat à la manœuvre avec son char à côté. Puis derrière, on va reconnaître l'usine de charbon. Et l'adversaire, il sait très bien où est l'usine de charbon. Et va se dire, tiens, ils sont là, on va faire le calcul et on va envoyer un drone kamikaze, parce que c'est un peu l'arme qui crée le plus de panique en ce moment. En tout cas, côté russe, c'est le drone kamikaze ukrainien. Et donc, on est dans un contexte où toute information peut être exploitée par l'adversaire. Il y a des centaines de chaînes Telegram qui diffusent des infos et il y a de part et d'autre des centaines de gens qui analysent ces infos, regardent, renseignent et préparent justement une contre-attaque à partir de ces infos. Donc, par exemple, le groupe Wagner, au moment de la prise de Bakhmout, utilisait des comptes Telegram d'habitants de Bakhmout dont ils analysaient les datas à leur siège, à Saint-Pétersbourg, pour
pour ensuite diriger leurs combattants à l'intérieur de la ville. Vous voyez, des sortes de sympathisants qui leur donnaient des infos, mais les infos étaient diffusées sur les réseaux sociaux, réutilisées par les hackers et les groupes de geeks que Wagner peut avoir ou que d'autres unités peuvent avoir pour justement renseigner. Donc c'est une guerre extrêmement complexe sur laquelle chaque information. Donc il faut pouvoir trouver une unité qui accepte de prendre un certain risque parce que prendre des journalistes avec soi, c'est risqué aussi de les amener dans des zones où on peut être blessé, on peut être même tué. Et donc voilà, ça demande des discussions et on n'a pas toujours le choix de dire tiens, je voudrais aller là, non, là vous irez pas. Là par contre, il y a une unité qui est prête à vous accueillir. Voilà. Et c'est des mois de négociation. Des mois de négociation. Alors, vous aviez évoqué un système de défense russe performant. Nous allons revenir aussi sur la question des drones. Donc, on évoque souvent la triple ligne de défense russe, baptisée à tort ou à raison, je ne sais pas, la ligne Sourovikine, du nom du général ayant organisé ce dispositif défensif. D'ailleurs, nous pouvons apercevoir des soldats ukrainiens à l'entraînement au combat de tranchées, parce que concrètement, c'est ce qui se passe sur une grande majorité du front, même s'il y a vraiment des combats urbains. Avez-vous constaté, vous avez évoqué la géographie du terrain, mais avez-vous constaté un avantage décisif pour la Russie qui s'est donc installée sur des positions défensives? Alors, pour comprendre l'état d'esprit des Russes actuellement, encore une fois, je pense qu'il est différent sur la zone de Zaporozhye, il est différent dans la portion Kherson, et à mon avis, il est aussi différent à Svatove jusqu'à Krasny Liman et Kupiansk, c'est-à-dire au nord. On reste là, on est sur une zone très forestière dans le nord, donc c'est un type de combat particulier. Il faut comprendre qu'on est en plein dans le Donbass. Bakhmout, Soledar, Lysychansk, Severodonetsk, Lugansk sont des villes industrielles du Donbass. Et des villes dans lesquelles il y a énormément d'habitats, il y a énormément d'usines, des usines encore actives, des usines qui sont devenues des friches industrielles, donc énormément d'endroits pour lesquels installer des lignes de défense, tenir des positions. Et la conquête de Bakhmout en a été l'illustration, c'est-à-dire que ça a été pâté de maison après pâté de maison, les Wagner avançant avec un principe de destruction préalable et ensuite d'envoi de fantassins. Également parfois en se retirant pour attirer l'adversaire et ensuite lui taper dessus. Ils ont innové pas mal de choses que les Ukrainiens d'ailleurs en termes de combat ont repris aussi à leur compte. Quand ça marche pour une armée, l'armée d'en face le reprend à son compte. C'est une guerre d'observation permanente. Pour ce qui est de la géographie et du relief du Donbass, pourquoi les Russes ont un avantage? D'abord parce que c'est une guerre qui remonte à 2014, précisément pour le Donbass. La guerre a commencé en 2014. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait à l'époque, jusqu'en 2022, les soldats de la République de Lugansk ou les soldats de la République de Donetsk, qui sont les deux oblasts indépendants, enfin autoproclamés, dont l'indépendance a été autoproclamée, qui aujourd'hui font partie après les référendums d'octobre dernier de la Fédération de Russie. Donc aujourd'hui, il y a des soldats russes. Officiellement, avant 2022, il n'y avait pas de soldats russes. Mais si vous voulez, l'armée russe, évidemment, a aidé ces deux républiques. Et donc, il y avait des combats et il y avait une sorte de permanence du soldat au milieu du civil. Je m'explique, c'est-à-dire que les hommes de 18 à 40 et plus étaient recrutés de toute façon. Il n'y avait pas d'obligation, il n'y avait pas de manière d'échapper à la conscription pour les hommes vivant dans ces parties du Donbass. Donc ça veut dire que depuis 2014, le civil et le militaire fonctionnent l'un à côté de l'autre, vivent ensemble. Les soldats ont loué ou vivent dans ou se sont fait prêter des maisons à côté des habitations de civils. Ils vont faire leurs courses dans les supermarchés, ils sont dans les restaurants de la ville. Il y a une omniprésence. Je dirais que peut-être, on va dire, dans ces villes-là, une ville comme Lugansk, où c'est presque un habitant sur deux, peut-être un habitant sur trois, on va dire, est un soldat, ou appartenant à une milice, parce qu'il y a beaucoup aussi de groupes, y compris de ce qu'on va appeler les Tchéveka en russe, c'est-à-dire des sociétés militaires privées, type Wagner ou apparentées. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la vie est organisée autour de la guerre.
toute la vie est organisée autour de la guerre. Donc les positions défensives, elles sont installées un peu partout. Maintenant, ce qui est intéressant sur les lignes de front, la progression des Russes, elle s'est faite, j'ai cité les villes tout à l'heure, hein, la prise d'abord... Ce que vous dites, c'est donc un avantage pour la Russie. Ça veut dire que toute la population est mobilisée pour la guerre. Dans cette portion du Donbass, où il y a, quelques 3 ou 4 millions d'habitants, toutes ces populations-là, viscéralement, ne sont pas du côté de Kiev. Il y a peut-être quelques sympathisants ukrainiens, on va le dire, mais les russophones sont partisans totalement. Alors, il y a des russophones côté ukrainien qui sont pour Kiev. Hein. Il y en a beaucoup à Kharkiv. Hein. Ça a été d'ailleurs des grandes surprises, des grands enseignements de cette guerre, c'est que toute population russophone n'était pas désireuse de rejoindre la mère patrie Russie. Ça, Vladimir Poutine l'a appris amèrement. Mais pour ce qui est du Donbass, force est de reconnaître. Enfin, ça fait quand même un petit moment que j'y vais, j'ai assez rarement reconnu, eu des discussions avec des habitants pro-Kiev, ça m'est jamais arrivé. En revanche, ce qui est toujours intéressant, c'est que beaucoup de gens se considèrent toujours ukrainiens. Mais n'étant pas d'accord avec le gouvernement ukrainien. Donc il y a quand même une identité qui perdure, au-delà de toutes les guerres, au-delà de tous les remodelages, de toutes les interventions, même chez certains soldats qui ont combattu dans l'armée, dans les armées des 2 oblasts que j'ai cités précédemment, il reste un sentiment ukrainien, c'est quand même assez manifeste. Mais si vous voulez, pour conclure et puis pour revenir sur le propos, le civil et le militaire sont complètement imbriqués. Le Donbass, tel que je l'ai vu, tel que je le vois quand j'y vais, est une véritable forteresse. Ensuite, j'en viens en relief. Quand vous quittez Lougansk et que vous allez vers l'ouest, c'est-à-dire vers les villes de Severodonetsk, de Lysychansk, ensuite de Soledar, on va dire, et de Bakhmout, ce qui borde Soledar et Bakhmout bordent la ligne de front actuelle. Vous avez un principe, vous avez beaucoup de collines. Je l'ai dit, beaucoup de friches industrielles, beaucoup de mines de charbon, avec des terrils à côté. Donc beaucoup d'endroits pour dresser des positions de défense. Vous avez aussi pas mal de forêts autour, que les Russes d'ailleurs ont tendance à tronçonner. Et actuellement, il y a une grande frénésie de transport de bois. Pourquoi ? Parce que le transport de rondins de bois permet de faire des casemates, et de renforcer les lignes de front en apportant aussi de la chaleur à venir pour l'hiver. Principe de la cabane canadienne que les Russes maîtrisent à merveille. Donc ils ont tronçonné une partie des forêts, on le voit très bien, hein, il y a quasiment des coupes à blanc sur certaines forêts et quasiment un camion militaire qui circule dans le Donbass actuellement sur 2 transporte des rondins de bois. Donc ça, pour vous expliquer la ligne de défense des Russes. Ensuite, la question, c'est que plus on va à l'ouest, les dernières villes, en fait, sont dans des cuvettes. Ensuite, vous descendez, c'est encore plus bas. Donc ça veut dire que l'effort que devront faire les Ukrainiens s'ils reconquièrent cette partie, s'ils reconquièrent Bakhmout, je vous expliquerai in fine le vrai problème de Bakhmout encore aujourd'hui, mais ça je vais y venir. Il y a une sorte d'ondulation de la géographie qui fait que les Russes sont en hauteur, ont tendance à être en hauteur, et les Ukrainiens ont tendance à être dans la plaine. Donc c'est une difficulté supplémentaire parce il va falloir gravir ces collines, il va falloir conquérir ces batteries. C'est ce qui se passe. On a parlé de Klevishka tout à l'heure, Kleshivka, pardon. Tout à l'heure, c'est une ville, un village de 500 habitants qui a été conquis par les Ukrainiens. Mais la difficulté, c'est que tout de suite il y a la hauteur, et la hauteur, elle est commandée, elle sert aux positions d'artillerie russes. Et on sait que sur la courte distance, les Russes sont imbattables. Ils sont pas imbattables sur plus de 30 km en termes d'artillerie. Là, les Ukrainiens ont des avantages. Par contre, en revanche, sur moins de 30 km, les Russes ont une puissance d'artillerie très très conséquente. Dernier point, Bakhmout-Soledar. La ligne de front s'est installée à l'ouest de ces villes, donc la ruine. On a vu ces images absolument apocalyptiques de Bakhmout. Eh bien, dites-vous que les soldats russes vivent dans ces immeubles aujourd'hui. Ils vivent dans ces immeubles, ils vivent dans les caves de ces immeubles qu'ils ont transformés en habitacles. Parfois, ils vont vivre dans les appartements. Ils réoccupent des appartements donc laissés déserts après le départ des habitants. Et en quoi consiste leur vie ? Mais alors, leur vie, elle consiste à sortir, à prendre leur position d'artillerie,
à dévoiler leur canon quelques minutes, qui est planqué dans un jardin avec une maison à l'abandon, qui est camouflée, à tirer leurs obus et ensuite à redescendre le canon, à repartir en courant pour éviter la contre-batterie ukrainienne. Donc en fait, ils utilisent les ruines comme des positions défensives, ce qui fait que ça rend la situation pour les Ukrainiens très très compliquée, parce que reconquérir Bakhmout, c'est pour ça que sont en train de faire les Ukrainiens actuellement, essayer d'encercler Bakhmout à nouveau, en passant par Kleshivka, en essayant de remonter et en essayant justement de percer au niveau de Soledar. Mais c'est extrêmement compliqué à faire parce que les Russes continuent à dominer ces positions en hauteur, et donc on est dans une situation où la géographie favorise les Russes, en tout cas dans cet endroit-là, et ça rend le Donbass extrêmement difficile à percer. Voilà. Bon, alors c'est la question qui obsède les Occidentaux. L'Ukraine peut-elle, selon vous, encore gagner, d'après ce que vous avez pu observer en quelques semaines là-bas? Moi, je dirais que là, sur le saillant de Verbodoïe, là, on est sur la zone de Zaporozhye. Il y a, à mon avis, c'est là où il y a le plus de faiblesse dans le dispositif russe, même si il a été manifestement à la hauteur, puisque la plupart, c'est le cimetière des chars Léopard 2. Cette zone, elle a été la zone de Rabotine. Elle a été vraiment un laboratoire pour la destruction des armes occidentales. Les Russes s'en sont donnés à cœur joie. Maintenant, dans cette zone-là, moi j'ai fait la route Melitopol jusqu'à Energodar, donc là où il y a la fameuse centrale de Zaporizhzhia, la centrale nucléaire, pour la visiter. C'est une route qui est toute droite. Là, on est dans un principe de champ de plusieurs kilomètres, les champs à blé ukrainiens. Une fois que cette défense sera percée, la route vers Melitopol comprend peu d'endroits pour redresser des positions défensives pour les Russes. Donc si l'Ukraine perce, d'ailleurs c'est pour moi un contresens militaire ce qu'elle a fait, c'est-à-dire de se disperser sur plusieurs fronts et d'essayer de percer à plusieurs endroits, en particulier dans le Donbass où on sait que la partie adverse est fortifiée depuis 2014. Là, la chance des Ukrainiens, c'était de tout envoyer dans cet endroit. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont un peu dispersé leurs forces. Je rappelle les précédents historiques. Il y en a un qui est très célèbre, c'est la fameuse percée d'Avranches en 1944 par le général Patton. La percée d'Avranches en 44, et on va revenir à un autre point de faiblesse pour les Ukrainiens, c'était une vingtaine de divisions qui ont été envoyées sur un front de 8 km, qui avaient été préalablement préparées par 2500 frappes aériennes. Donc là, il n'y a pas de frappe aérienne. Qu'ils n'ont pas. Que les Ukrainiens n'ont pas, semble-t-il. Là, la percée d'Avranches, elle a été faite par Patton. Ils ont mis le paquet et ils y sont allés sur un front très étroit. Donc, malheureusement, Zaloujny, je crois, le commandant en chef de l'armée ukrainienne, le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, voulait plutôt attendre d'avoir de l'aviation, plus d'aviation, et tenter de percer. Bon, en réalité, je crois que c'est le général Syrski qui a eu la main, et lui, son obsession, c'est Bakhmout. Son obsession, c'est Bakhmout d'un point de vue symbolique. Ils veulent, épuiser l'armée ukrainienne sur cette ville. Est-ce que ça les conduira à la victoire? J'en suis pas sûr. Donc, je pense que l'armée ukrainienne peut encore réaliser des performances. Elle peut encore. Malheureusement, il faut être réaliste, ce sera très très compliqué d'expulser les Russes des territoires conquis, y compris de ceux qui ont été conquis après 2022, quoi. Voilà. Alors vous évoquez l'absence de supériorité aérienne russe. La guerre en Ukraine, c'est aussi la révolution des drones. Zelensky, le 19 décembre, déclarait « c'est la première guerre mondiale avec des drones ». Alors quand on voit les images d'ailleurs d'attaques de drones, tout cela semble absolument terrifiant. Elle ne laisse apparemment aucune chance à sa cible. Nous pouvons voir un certain nombre de drones. Alors il y a les petits quadrocoptères, les Lancet qui visent principalement les blindés, enfin du côté russe, ou les cubes qui sont, semble-t-il, lancés en essaim. Vous disiez que c'était l'angoisse numéro 1 des soldats russes, mais aussi ukrainiens, sur le front. C'est vraiment la peur qui vient du ciel. Oui, quand on séjourne avec eux, dans les immeubles, par exemple, quand ils vont fumer des cigarettes dehors, ils fument comme les soldats de la guerre 14, c'est-à-dire en cachant la flamme, parce que une présence humaine peut être détectée. Il y a deux types de drones, il y a les drones de surveillance et les drones kamikazes. En gros, après il y en a qui
ont plusieurs usages. Vous avez évoqué les blindés, vous avez évoqué il y a le drone de surveillance. Il y a des portées différentes, des utilisations différentes. C'est une galaxie, les drones aujourd'hui. C'est un univers en soi. Et donc oui, on fait très très attention à. Enfin, quand on est avec eux, on voit qu'ils font très très attention à ne pas quitter les immeubles. Vous savez, là-bas, les soldats sont réfugiés dans ces espèces de bars d'immeubles calcinés avec certaines parties écroulées. Et ils ont réutilisé et donc les drones passent. En général, ils sont détectés. Donc on sait qu'il y a un drone. Et donc quand il y a une alerte drone comme ça, on reste terré. Et quand on veut aller dehors comme ça, faut faire très très attention à ne pas allumer de lumière. Quand on prend une voiture également, c'est une angoisse permanente. Et cela dure longtemps. Une alerte peut durer longtemps. Elle peut durer très longtemps. Et puis le drone n'est pas forcément éliminé. Parfois il l'est, parfois il l'est pas. Je crois que là-dessus, les deux adversaires ont atteint un degré d'expertise absolument incroyable. Il y a les brouilleurs anti-drones aussi qui le mettent en place de part et d'autre. Il y a un usage aussi, des tentatives. Vous avez des drones qui ont été conçus pour lutter contre d'autres drones, en envoyant une sorte de ficelle qui va s'enrouler autour de l'hélice et qui va faire tomber le drone. Voyez, donc en fait, tout ça, c'est de l'adaptation. C'est à qui sera le plus malin, à qui saura prendre l'adversaire en défaut de vigilance aussi. Au final, ça se traite quand même. C'est le gros canon qui parle. C'est-à-dire que 80% ou 90% des blessés et des morts de cette guerre, c'est l'artillerie. Donc oui, la guerre de drones est très importante, mais en ce sens qu'elle... D'ailleurs, un aperçu sur le volume des pertes d'un côté ou de l'autre, sachant que les chiffres sont bons. Ça, c'est une querelle de chiffres entre les deux adversaires. C'est très difficile à mesurer. Bon, il y a eu des dépêches du côté ukrainien qui évoquent quelquefois 13% des appelés dans certaines villes. Est-ce que c'est des proportions qui sont parlantes, qui sont réalistes, qui sont vraies? C'est difficile à dire. Dans le Donbass, oui, c'est clair que il y a dans les cimetières, qui peut être une bonne indication, beaucoup de tombes fraîches et de tombes décorées avec des soldats en uniforme, la photo du soldat en uniforme, ça j'ai vu ça. Je n'ai pas eu accès aux hôpitaux, donc je pourrais pas vous dire quel est parce qu'en regardant le nombre de blessés, en évaluant le nombre de blessés, on arrive à peu près à comprendre le nombre de morts. Non, ce que je pourrais vous dire dans cette dimension-là, je vais pas rentrer dans des chiffres parce que tout le monde les conteste, c'est que simplement quand on est à l'offensive, on perd en gros 3 fois plus de monde que quand on est dans une position défensive. Donc on va dire que c'est une position de 1 à 3, et pour les milieux urbains, on est de 1 à 5. Voilà à peu près. Donc les Ukrainiens perdent mathématiquement plus d'hommes en ce moment que les Russes. Mais les Russes en perdent aussi puisqu'ils sont à l'offensive dans les forêts de Kupiansk et dans la périphérie de Krasny Liman. Donc oui, ils utilisent aussi et certains de leurs bataillons ont été véritablement décimés. Vous avez des deux côtés des bataillons qui ont été entièrement décimés ou presque. Non, c'est vraiment la grande inconnue de cette guerre. En sachant que mathématiquement aussi, les Russes ayant entre 130 et 140 millions d'habitants, les Ukrainiens environ 40, là aussi c'est un... De ce côté-là, le temps et la démographie jouent pour les Russes. Évidemment, voilà. Le temps, le relief, l'aviation... Ça commence à faire beaucoup de choses. Si on veut que le conflit continue à perdurer, et si on veut le faire perdurer et voir les chances des Ukrainiens de gagner être conservées, il faut qu'on prenne en compte ces paramètres. Voilà. Y a-t-il une peur de l'armement occidental parmi les troupes russes ? Oui, en sachant que les Russes sont d'excellents, comme les Chinois, d'excellents copieurs. Je vous donne un exemple qui concerne la PMC Wagner. Ils ont mis la main, c'est une info qui était en open source, sur un drone canadien qui coûte 200 000 euros. Ils ont refait le même drone avec des composantes importées de Chine pour 10 000 euros.
Et donc évidemment après ils l'ont mis en série. Donc ils copient à leur avantage et ils l'ont fait beaucoup les équipements. Maintenant, le gros problème auquel les Ukrainiens sont confrontés, c'est qu'une partie de l'équipement ultra moderne qu'ils ont reçu de l'Occident et ultra performant est un équipement qui a quasiment jamais été déployé dans le cadre d'une guerre conventionnelle. Donc l'équipement, les Bradley ont été étudiés, notamment donc des véhicules de transport de troupes, pour résister aux mines, pour résister aux IED, pour résister aux attaques légères, on va dire, des insurgés, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Syrie ou en Irak. Ils n'ont pas été faits nécessairement pour lutter contre des drones, comme vous avez évoqué les Lancet tout à l'heure, qui tout à coup se trouvent... Il y a une opportunité. Cette guerre, à chaque fois, au départ, faut rappeler que l'opportunité des drones, elle était du côté des Ukrainiens, grâce aux fameux Bayraktar turcs qui ont surpris les Russes. Ensuite, il y a eu un rééquilibrage. Les Russes ont trouvé la parade au Bayraktar et ils ont envoyé les Shahed, donc les Goran 2, les adaptations des Iraniens, qui au départ qu'on a moqué, parce que le problème c'est que on a de part et d'autre des propagandes qui se foutent de la guerre de l'adversaire jusqu'à ce qu'on se rende compte que finalement le drone iranien n'était pas si mauvais que ça. Et après les Ukrainiens se sont adaptés, ils ont adapté leur système défensif, leur défense civile à la menace de ces drones iraniens. À chaque fois, il y a une sorte de... Bon, le Lancet, effectivement, a des bonnes performances, mais il y a des drones kamikazes ukrainiens, je peux vous dire. Moi, j'ai vu des batteries et des canons autoportés, des véhicules blindés frappés par ce qu'il en reste. C'est très impressionnant, en sachant que, bon, vous pouvez rien faire. Ça vous tombe dessus. Voilà. Donc ça, c'est une véritable angoisse. Est-ce que les Russes sont capables de lutter ? Ils ont des carences, je vous dis, dans l'artillerie de longue portée. Il y a un certain nombre de domaines dans lesquels ils sont moins performants que les Ukrainiens, et vice-versa. Mais ils ont toujours cet avantage massif de l'artillerie, ils ont toujours cet avantage énorme d'avoir peu de problèmes de munitions. La rencontre entre Kim Jong-un et Poutine et Vladimir Poutine n'est pas un hasard, évidemment. C'est pour pouvoir bénéficier des millions d'obus dont disposent les Nord-Coréens et qui s'adaptent évidemment au matériel russe, puisqu'il est en partie hérité de ce même matériel. Voilà. Avantage du côté de l'artillerie et des munitions, eh bien ce sera le mot de la fin. Voilà. Régis Sommier, merci beaucoup pour ces éclairages de retour du front. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation de Choc du Monde. Merci. Je remercie les téléspectateurs de TV Liberté. Et surtout, n'oubliez pas de partager, d'aimer, de commenter cette vidéo et de parler de Choc du Monde autour de vous, le nouveau magazine des crises et de la prospective internationale de TVL. Bonsoir à tous.